Bonjour, c'est Benjamin et bienvenue dans ce nouveau décor que j'inaugure avec cette vidéo pour vous parler de cuisine, ce qui me fait très plaisir car depuis 2 ans environ, je vous ai presque proposé que des vidéos axées nutrition avec de la vulgarisation scientifique de haut niveau, mais voilà, je vais pouvoir revenir plus régulièrement maintenant à mon autre amour qu'est la cuisine et c'est important aussi pour vous d'avoir du concret au-delà de la théorie. Et pour cette première vidéo cuisine, donc, depuis bien longtemps, je n'ai pas 1, 2, mais 3 cadeaux pour vous. Premièrement, le plus important, je vous ai fait un e-book qui compile toutes les recettes que j'ai pu mettre sur mon site ou sur mes différents réseaux sociaux ces dernières années, auxquels j'ai en plus ajouté 10 autres recettes entièrement nouvelles que j'ai créées ces dernières semaines spécialement pour vous. Et donc, ça vous fait tout de même environ 55 recettes. Vous aurez de quoi vous régaler et le lien pour télécharger donc gratuitement cet e-book est juste en dessous de cette vidéo. Donc, allez-y tout de suite pour ne pas oublier. Deuxième cadeau, au moment où je filme cette vidéo, on a toujours les restaurants fermés, la plupart d'entre vous et sûrement dans une forme de semi-confinement. Bref, voilà, comme depuis 1 an, vous mangez essentiellement à la maison, vous commencez peut-être à tourner en rond, et alors je sais, vous êtes déjà quelques milliers à l'avoir déjà suivi, mais voilà, si c'est pas encore le cas, je vous offre là pour quelques jours une petite promo sur mon programme de cuisine en ligne Natura Cook, parce que je veux vraiment que vous puissiez tous développer vos talents culinaires. Et en plus, au lieu de recevoir progressivement les différentes vidéos de manière séquentielle, j'ai fait une petite modif pour vous donner accès tout de suite à l'intégralité de tout le contenu, donc à savoir plus de 70 vidéos et plus de 250 recettes pour que vous puissiez en profiter au maximum le plus vite possible, si vous avez en plus un peu plus de temps en ce moment. Et encore une fois, toutes les infos sont aussi en lien juste en dessous de la vidéo. Et troisième cadeau, je vais vous donner quelques conseils généraux pour aborder la cuisine saine avec les bons éléments de base. Pourquoi, justement, en ce moment, encore plus que jamais, il est fondamental, je dirais même il est vital d'apprendre à cuisiner en général et à cuisiner sainement en particulier. Pour 3 raisons. Premièrement, la plus évidente, c'est que, évidemment, une alimentation équilibrée est à la base d'une bonne santé globale, je vous apprends rien, mais qu'en plus, au moment où je tourne cette vidéo, cela fait donc, comme je le disais, 1 an que l'on est dans cette crise du Covid, et comme vous le savez certainement, l'obésité, le surpoids, l'hypertension, le diabète de type 2, etc., sont des comorbidités reconnues maintenant qui peuvent aggraver la maladie si vous êtes infecté. C'est pour cela que ce sont des critères notamment aussi qui rentrent en compte dans la liste prioritaire pour la vaccination. Et évidemment, l'alimentation a un rôle central à jouer pour prévenir ou pour réduire ces facteurs de risque. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'une alimentation, quelle qu'elle soit, peut vous immuniser contre une infection ou n'importe quelle autre maladie. Et d'ailleurs, fuyez toujours les gens qui font ce genre de promesses extraordinaires qui, malheureusement, ont encore plus que jamais pullulé depuis 1 an. Alors, il s'agit évidemment de changements qui se font aussi sur le moyen et le long terme. Ce n'est pas du jour au lendemain. Par exemple, si on parle de surpoids ou d'obésité, que vous allez perdre 10 ou 20 kilos. C'est du long terme. Mais il faut bien commencer à un moment, et cuisiner dans ce cadre est l'une des compétences indispensables pour démarrer sur ce chemin. La deuxième raison et le vrai drame, c'est qu'en plus d'être un facteur de risque pour la santé en général et pour les infections respiratoires en particulier, la prise de poids a malheureusement été favorisée par la situation, à cause évidemment des différents confinements qui ont réduit considérablement le nombre de pas quotidiens. On a marché beaucoup moins forcément en moyenne, à cause des salles et des clubs de sport fermés, la majorité du temps aussi, depuis 12 mois, donc ce qui a encore réduit l'inactivité physique pour des millions de personnes, et à cause aussi d'une compensation du stress par l'alimentation, ce qui est totalement humain, et donc certains ont pu être amenés à manger un peu plus d'aliments caloriques que d'habitude. Et pour toutes ces raisons, les données disponibles montrent forcément qu'une partie des gens a pris du poids depuis 1 an. Un sondage avait montré qu'en France, 57%
des gens avaient pris du poids lors du premier confinement avec une moyenne de 2,5 kg, ce qui est énorme pour une moyenne sur un laps de temps aussi court. Un sondage plus récent de mars 2021 a montré que 40% des 18-30 ans en France ont pris du poids depuis un an. Et une autre étude parue il y a quelques semaines dans la revue Medical Obesity a montré que cette tendance s'est retrouvée dans le monde entier. Et la troisième raison pour laquelle il faut apprendre à cuisiner, c'est tout simplement que les restaurants ont été fermés la plupart du temps aussi depuis un an, comme je le disais, et sont encore dans beaucoup de pays encore fermés. Ce qui a été à double tranchant, parce que chez une partie de la population qui mangeait souvent au restaurant, ça a pu réduire leurs calories avalées, hein, ça a même pu leur faire perdre un peu de poids. Mais d'un autre côté, beaucoup de gens, soit parce qu'ils en ont parfois marre de cuisiner, hein, soit parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences et le répertoire suffisant pour varier quotidiennement leurs plats, voilà, ont pris l'habitude de commander très régulièrement à emporter ou en livraison. Alors, évidemment, il y a des super petits restos qui font de la cuisine équilibrée, saine, de saison, locales, qui continuent de faire de la vente à emporter, et il faut les soutenir. Hein. Moi, le premier, je prends de temps en temps à emporter dans quelques adresses que j'ai aussi envie de soutenir dans cette période compliquée pour beaucoup, et notamment pour les restaurateurs. Mais si on prend un peu de hauteur et que l'on regarde le type de plat et de restaurant choisi par une majorité de consommateurs, on se retrouve malheureusement avec quand même beaucoup de fast-food et de junk-food en volume. Cela s'observe même très simplement. Hein, dans toutes les grandes villes, il suffit de voir la queue des livreurs devant les McDonald's et compagnie. Tous les week-ends, il faut voir les montagnes de sacs KFC ou Burger King autour des poubelles dans la rue, hein, après que les gens aient pique-niqué, et les sociétés de livraison, Deliveroo, Uber Eats et compagnie l'ont bien compris, puisqu'elles mettent en avant dans leurs pubs et directement sur leurs applis ces fast-food. Et les burgers sont de très loin la catégorie de plats la plus commandée. Je ne sais pas si vous aviez vu notamment ces images de files de centaines de voitures quand les drives des McDonald's avaient rouvert après la fermeture totale des restos lors du premier confinement. Mais je pense que ces images en disaient beaucoup, notamment encore une fois sur le fonctionnement du cerveau humain dont je vous parle régulièrement, et de notre recherche instinctive d'aliments faciles d'accès, très caloriques, à la fois riches en gras, en sucre, en sel, etc. Vous allez peut-être me dire que l'on peut faire des burgers plus sains que ceux d'un McDo ou autre, et que certains restaurants gastronomiques, et même des chefs étoilés, s'y sont mis aussi. Oui, c'est vrai qu'on peut toujours faire beaucoup mieux, hein, en privilégiant certains ingrédients, en incorporant plus de légumes, etc. Mais bon, soyons honnêtes, hein, c'est pas pour ça qu'on achète un burger avant tout, et ça représente ce type de produit, un pourcentage minuscule du volume vendu chaque jour. Bref, pour toutes ces raisons, je pense qu'il est plus que jamais indispensable en ce moment d'apprendre à cuisiner sainement. C'est vraiment, selon moi, l'une des compétences les plus basiques qui vous servira toute votre vie et que tout le monde devrait avoir. Je ne vais pas rentrer ici dans des détails trop pointus. Je vous renvoie encore une fois à mon programme Nature à Cook pour cela. Mais je vais vous donner 8 conseils indispensables déjà pour bien commencer. Mon premier conseil, et le plus important de tous, hein, celui que vous devez retenir absolument ici, c'est de vous concentrer sur le produit. Donc vraiment, c'est indispensable. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est une évidence, cuisiner, c'est transformer des produits de base. Et donc, même en restant sur des recettes très simples, si vous avez des ingrédients qui sont de qualité, qui ont du goût, vous allez avoir un résultat plus que satisfaisant. Pour comprendre, prenons par exemple un plat ultra basique que l'on trouve un peu partout, malheureusement souvent, la fameuse tomate mozzarella. Vous pouvez en faire une version bas de gamme avec une tomate hors saison qui n'a pas vu le soleil, qui n'a aucun goût, avec une mozzarella industrielle au lait de vache, en mettant du basilic séché qui va être beaucoup trop fort et une huile d'olive de mauvaise qualité qui va finir d'achever ce plat. Alors que si on reste exactement sur le même plat, en changeant simplement la qualité des ingrédients, en prenant par exemple, une variété de tomates plus sucrées comme la marmande, cultivée bien sûr en pleine terre, en pleine saison, en prenant une vraie mozzarella di Bufala Campana,
donc au lait de bufflone, en arrosant le tout d'une huile d'olive première pression à froid, bien parfumée, en mettant quelques feuilles de basilic frais. Voilà, la différence va être énorme. Et une autre notion à avoir en tête quand vous faites vos courses et quand vous choisissez donc des ingrédients de qualité, c'est celle du terroir. Alors le terroir, c'est une notion profondément française qui n'a pas vraiment d'équivalent exact dans les autres langues et qui décrit donc l'alliance entre les hommes et la terre. Ce sont donc les produits du terroir, des produits qui vont découler d'une longue histoire, voilà, d'une culture, d'une géographie, d'une qualité de sol particulière, d'un climat précis, d'un savoir-faire. Historiquement, c'est une notion qui vient surtout à l'origine de la viticulture, hein. C'est facile à comprendre que la qualité d'un vin découle de tous ces paramètres et où on peut avoir un terroir différent à quelques kilomètres d'écart. À 1 heure de route de différence, dans le Bordelais, par exemple, voilà, Saint-Émilion, ça n'est pas la même chose que le Médoc ou que le Pessac-Léognan. Alors, quel rapport avec vos courses? Pour acheter des aliments de qualité, il faut pouvoir, mais aussi vouloir investir alors de l'argent éventuellement, même si bien manger ne coûte pas forcément toujours plus cher. Bon, c'est un débat pour une autre fois, mais il faut aussi investir du temps. Et depuis des années, j'observe que beaucoup de gens, même quand ils veulent vraiment faire attention à ce qu'ils mangent, ne veulent pas ou ne peuvent pas forcément prendre le temps et s'investir dans la recherche de ces produits de qualité. J'en connais beaucoup qui détestent faire les courses, hein, et c'est normal si faire ses courses, c'est synonyme d'aller à l'hypermarché du coin ou au supermarché du coin. Mais si on ajoute cette dimension humaine et culturelle, ça peut devenir beaucoup plus agréable et plus motivant. Je vais prendre un exemple personnel. Je mange un peu de viande. Quand j'en achète, qu'est-ce qui va être le plus motivant? Prendre un steak en barquette au supermarché ou même au magasin bio, dont je ne vais connaître que le pays d'origine au mieux, ou ce que je fais, à savoir aller au marché pour acheter directement auprès d'un éleveur spécifique auprès duquel je me fournis exclusivement, ce qui me permet à chaque fois de parler avec lui, de connaître ses pratiques, son savoir-faire, de mettre un visage sur le producteur derrière ce que je mange, de me dire aussi que j'investis directement dans l'économie locale, plutôt que dans une chaîne de grande distribution ou pour un élevage intensif à 3000 km. Et ça, c'est motivant. Donc, je vais être bien plus capable d'accepter de faire un trajet, par exemple, un peu plus long ou de prendre plus de temps pour ça. Surtout que l'autre avantage de ce rapport humain avec des producteurs, c'est que c'est souvent un très bon moyen de faire des économies parce qu'en plus, si vous êtes un client fidèle, c'est plus facile pour eux de vous offrir de temps en temps des produits ou de vous faire une réduction, ce qui n'est pas vraiment possible dans un supermarché. Et si vous passez, par exemple, à la fin du marché aussi, il est souvent possible de négocier un gros rabais sur les invendus. En conclusion, pour cette partie, je ne vous demande pas d'avoir 100% de votre alimentation qui viendrait directement des producteurs, mais de commencer, par exemple, par chercher déjà tous les marchés de producteurs autour de chez vous, chaque week-end, d'aller en tester un jusqu'à ce que vous trouviez votre bonheur. On trouve aussi de plus en plus des magasins coopératifs qui regroupent différents agriculteurs. Alors attention, ce n'est pas parce que c'est un marché en plein air qu'il s'agit forcément des producteurs en direct, hein. Par exemple, souvent pour les fruits et légumes, notamment à Paris, hein, beaucoup de stands, ce ne sont que des intermédiaires qui se fournissent à Rungis, tout simplement. Et il existe d'autres systèmes, évidemment, hein, comme les fameuses AMAP en France, ce qui sont aussi intéressantes, hein, mais vous comprenez l'idée. Je veux avant tout que vous mettiez de l'humain, que vous discutiez avec les producteurs dès que vous en rencontrez, pour comprendre de mieux en mieux ce qui se cache derrière vos aliments, pour vous motiver à prendre le temps d'aller chercher la qualité. Ce qui fait parfaitement le lien avec mon deuxième conseil, cuisiner, c'est mélanger différents aliments. Et avant de chercher à faire des plats très complexes, essayez déjà d'appliquer une règle de base. Ce qui pousse ensemble va généralement ensemble. Ça veut dire quoi? Que des fruits et légumes qui poussent à la même saison, dans la même région, auront plus de chances de s'accorder gustativement et vous trouverez beaucoup plus de recettes les utilisant ensemble. Un exemple très parlant, ce sont les fruits et légumes de la fin de l'été dans le régime méditerranéen.
en Provence notamment. Vous allez avoir les tomates, les aubergines, les poivrons, l'huile d'olive, tout ce qui va servir à faire une ratatouille par exemple. Donc quand je vous dis de manger des produits de saison, ce n'est pas seulement pour une question de qualité, c'est aussi pour l'accord des goûts. Troisième conseil, apprendre à utiliser et à maîtriser les épices. Au-delà des principaux ingrédients dans une recette, ce qui va donner du goût, ce sont tous les petits extras. Dans la cuisine traditionnelle française, on utilise beaucoup les bouillons. Bouillon de légumes, bouillon de poule, etc. C'est effectivement un excellent moyen de donner beaucoup de goût à un plat, mais de mon point de vue, faire son bouillon maison, ce n'est pas forcément par là que je ferais commencer un débutant, même si c'est bien d'apprendre à un moment. Non, ce qui sera plus simple et plus rapide, et qui concernera en plus tous les types de plats, ce sont les épices. Alors, je ne vais pas faire un cours entier sur les épices, là. Je vous conseillerais simplement déjà de débuter avec quelques basiques. Un poivre de qualité, bon, ça c'est indispensable. Je vais dire une évidence, mais vraiment, n'achetez jamais de poivre déjà moulu. C'est le pire, non seulement on utilise les grains de plus mauvaise qualité, mais en plus, une bonne partie du pot, ce n'est même pas du poivre, c'est de la poussière. Du poivre, ça ne fait pas éternuer, donc achetez-vous un moulin, prenez du poivre en grains, trouvez-vous si possible un vrai marchand d'épices, vous découvrirez qu'il existe des dizaines de variétés de poivres qui ont chacune un goût particulier. On dit en général que le poivre de Kampot au Cambodge est le meilleur du monde, mais n'hésitez pas à en tester plein d'autres. Ensuite, les basiques que je conseille, donc c'est le curcuma, le cumin, de l'origan éventuellement. C'est la seule herbe séchée que j'utilise personnellement, avec éventuellement le thym, car je trouve que les autres sont trop fortes sous cette forme. Et puis, c'est plus facile d'utiliser du persil, du basilic ou de la coriandre sous forme fraîche. Un autre conseil en passant, n'achetez pas et n'utilisez pas non plus des herbes de Provence, c'est-à-dire le mélange. Je sais qu'il s'agit d'un basique dans de nombreuses cuisines, mais d'une part, je considère que les différentes herbes n'ont pas toutes la même utilité, donc ce n'est pas le meilleur moyen de les utiliser culinairement. Et d'autre part, vous avez tendance à avoir la main un peu lourde, et vous allez parfois gâcher un plat, on ne va sentir que les herbes de Provence. Ensuite, je vous conseille vivement d'avoir un ou deux mélanges d'épices qui seront polyvalents, donc qui pourront vous servir pour plein de plats différents, à commencer par un très bon curry, sachant que curry, c'est un terme générique, vous avez un nombre infini de variations. Du za'atar aussi, ça vous permettra de donner facilement du goût aux viandes, aux légumineuses, sur des pois chiches par exemple. Alors le za'atar, si vous ne connaissez pas, c'est un classique de la cuisine libanaise. C'est un mélange de thym, de sésame, de sumac et de quelques autres épices selon les variations. Enfin, pour les recettes plus sucrées, les deux basiques évidemment, la cannelle et la vanille, même si malheureusement pour cette dernière c'est un peu compliqué ces dernières années avec les prix qui ont un peu explosé. Dernier point sur les épices, pour bien utiliser toute leur puissance aromatique, il faut les ajouter en début de cuisson. La chaleur va faire ressortir les huiles aromatiques, donc si par exemple vous faites, revenir à la poêle quelques légumes, vous ajoutez d'abord votre filet d'huile d'olive, vous mettez par exemple un oignon émincé ou de l'ail avec vos épices et vous faites revenir le tout 5 minutes et ensuite vous ajoutez vos légumes et vous allez voir niveau goût, ça sera le jour et la nuit avec le fait d'avoir les épices froides à la fin. Bon, après on peut, suivant le type d'épices, si on les garde en grains, on peut les torréfier, tout ça, mais voilà, déjà appliquez ce conseil basique. Quatrième conseil, apprenez à cuisiner toutes les variations d'un même aliment. Comme en peinture, avant de vouloir apprendre à utiliser tous les types de peinture, toutes les couleurs possibles, apprenez déjà à maîtriser les couleurs primaires de la peinture à l'huile. En cuisine, c'est un peu pareil. Avant de vouloir savoir cuisiner tous les ingrédients de la terre, je vous conseille plutôt de maîtriser les moyens de préparer un même aliment. Prenons par exemple le pois chiche, parce que c'est un de mes basiques en cuisine, c'est ma légumineuse préférée, parce qu'on peut faire tellement de choses avec. Vous pouvez juste les cuire et les laisser entiers dans une salade froide, les mettre dans un plat chaud, les mixer dans une soupe, en faire de l'houmous évidemment. D'ailleurs, vous avez une recette dans l'e-book. Autre exemple, la tomate. Chaque semaine, quand c'est de saison,
Vous pouvez commencer à essayer de trouver et de tester une nouvelle variété pour toutes les connaître. Ensuite, il y a toutes les déclinaisons possibles en salade, en compoté, en coulis, etc. Bref, voilà, commencez par choisir par exemple 2 ou 3 aliments et pendant quelques semaines, essayez chaque semaine de les préparer d'une manière différente. C'est vraiment comme ça que vous allez élargir votre registre culinaire et apprendre à cuisiner ensuite sans recette de manière plus instinctive. Mon 5e conseil qui prolonge un peu le précédent, c'est de prendre des recettes basiques que vous maîtrisez déjà et de simplement chercher à les améliorer progressivement. Les améliorer d'un point de vue nutritionnel tout d'abord, hein. Donc par exemple en augmentant la proportion de légumes parce que c'est souvent ce qui manque, et d'un point de vue gustatif aussi, en utilisant des ingrédients de meilleure qualité, comme je le disais, en jouant sur les épices, etc. Même si vous partez de zéro, avec des recettes ultra basiques, vous pouvez les utiliser pour progresser. Prenons par exemple un plat typique d'étudiants et de parents pressés, les coquillettes jambon. Alors c'est pas très sexy, hein, c'est sûr que c'est pas de la grande cuisine, mais vous pouvez déjà commencer par prendre simplement des ingrédients de meilleure qualité. Pourquoi ne pas prendre, je sais pas moi, des pâtes complètes, prendre comme fromage un bon pecorino, et alors, surtout pas de l'emmental râpé industriel. Et pour le rendre plus sain, on peut remplacer, je sais pas, le beurre par l'huile d'olive, on peut incorporer un légume dedans, comme du brocoli. On peut simplement servir une portion un peu plus petite et servir en accompagnement à côté en même temps un bol de légumes ou de salade. Bref, beaucoup de possibilités. 6e conseil, facilitez-vous la vie en préparant en avance. Si le temps est pour vous une vraie contrainte, notamment en semaine entre le travail, les enfants, etc., et que cela a tendance à vous pousser à utiliser des plats préparés ou même à vous faire livrer vos repas, il faut enlever une partie de cette contrainte. Et pour cela, il y a 2 grandes méthodes. D'une part, vous pouvez réaliser une partie des préparations en avance, voire la totalité de vos plats. C'est ce qu'on appelle notamment le fameux batch cooking. Le plus simple, c'est tout simplement déjà de prédécouper tout ce qui est légumes, par exemple carottes, champignons, poivrons, courgettes, oignons, etc. Et de les conserver chacun dans des boîtes hermétiques au réfrigérateur, voire dans des sacs congélation au congélateur. Comme ça, chaque soir, vous n'avez plus qu'à piocher et à les mettre dans la poêle en complément de votre portion de protéines et éventuellement d'une portion de céréales. Vous pouvez aller plus loin en faisant carrément vos lunchbox complètes, en avance pour la semaine. Vous passez par exemple 2-3 heures le dimanche à faire ça. Et l'autre approche qui est celle que j'applique souvent, qui est une forme de batch cooking mais monoplat, c'est tout simplement de faire un plat en grande quantité qui pourra faire plusieurs repas. Alors il faut évidemment que ce soit un plat qui soit suffisamment complet et varié pour être nutritionnellement intéressant même sur 3 ou 4 repas. L'exemple typique que je fais pendant tout l'hiver chaque année, depuis des années, c'est celui de la soupe, dont vous avez d'ailleurs aussi la recette dans l'e-book. Je me fais une grande marmite de soupe en mettant le plus de légumes différents possible. Je mets le jus de plusieurs citrons à la fin pour aider un peu à la conservation. Et je n'ai plus qu'à réchauffer les 2-3 jours suivants en ajoutant ma portion de protéines avec des œufs par exemple et éventuellement un peu de pain complet. Ce qui me prend donc une bonne heure le jour de la préparation, mais ensuite juste 5 minutes les jours suivants. Je pourrais même en faire une quantité encore plus importante et congeler en portions individuelles le reste. 7e conseil sur le matériel. La première vidéo dans mon programme Natura Cook, c'est entièrement dédié au matériel, donc je ne vais pas revenir en détail ici. Mais je voudrais juste dire un mot rapide sur les couteaux. Avant les casseroles, avant les poêles, avant tout ça. Le couteau, c'est souvent le premier ustensile que vous allez utiliser dans n'importe quelle préparation. Si vous avez un mauvais couteau qui ne coupe pas, vous ne pouvez pas travailler correctement. Vous risquez même d'ailleurs de vous blesser et vous n'allez pas prendre plaisir à cuisiner. Donc vraiment, je vous en supplie, aiguisez correctement vos couteaux. Il faut avoir une pierre à aiguiser pour le faire tous les quelques mois environ et un fusil pour aligner la lame plus fréquemment. Je vous dis ça parce que j'ai bien observé depuis des années que la majorité des gens n'aiguisent quasiment jamais leur couteau. Donc vraiment,
Si vous n'avez pas le matériel nécessaire pour le faire, ça doit être l'un de vos premiers achats ces prochains jours. Enfin, dernier conseil, très simple, acceptez que apprendre à cuisiner, c'est un processus long. Vous n'allez pas devenir un grand chef du jour au lendemain. Mais le but n'est d'ailleurs même pas de devenir un grand chef. Le but est avant tout de savoir vous débrouiller au quotidien pour varier suffisamment votre alimentation, de pouvoir cuisiner tous les ingrédients bruts, de ne pas avoir besoin de tomber dans les pièges marketing des industriels et éventuellement de faire plaisir à votre famille et à vos proches. L'important, c'est d'être régulier et curieux, de ne pas avoir peur d'échouer, même moi, surtout quand je crée des recettes, forcément, je peux avoir quelques ratés avant de trouver le parfait équilibre. Mais c'est aussi en faisant des erreurs que l'on apprend. C'est tout pour ces conseils de base pour vous lancer dans la cuisine saine et gourmande si ce n'est pas encore le cas. N'oubliez pas de télécharger l'e-book avec les 55 recettes. Le lien est donc juste en dessous de la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, inscrivez-vous à ma formation Natura Cook. Tous les détails sont également juste en dessous. Je vous retrouve très bientôt, et notamment donc, dans ce décor où je vais pouvoir maintenant vous proposer plein de recettes. J'ai hâte. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.